Bienvenue sur la chaîne Les Jours d'avant. Un espace où les souvenirs s'éveillent lentement comme le parfum du café qui s'élève dans une cuisine encore silencieuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir le tiroir du passé et à redécouvrir ces objets familiers qui faisaient partie de nos vies, de notre quotidien et qui ont laissé une empreinte douce et durable dans nos mémoires. Je suis de cette époque où le son d'une touche appuyée signifiait bien plus qu'une série de notifications électroniques où chaque claque sur le clavier métallique résonnait comme une note pleine de sens, comme une décision prise avec fermeté. La Hermès Elite, avec son corps robuste, ses courbes rassurantes et son vert pâle reconnaissable entre mille, trônait fièrement sur les bureaux comme un petit orgue dédié aux mots, aux idées, aux déclarations d'amour ou aux simples listes de courses. On apprenait à taper à 10 doigts sur elle, à l'école, les doigts tendus, les yeux fixés droit devant, dans un rythme régulier presque musical, et elle ne tolérait ni les hésitations ni les fautes ou alors il fallait recommencer, tout effacer, tout reprendre. Elle ne demandait rien d'autre qu'une feuille blanche, un ruban encreur, un peu de concentration et beaucoup d'attention. Elle n'avait pas besoin d'électricité pour fonctionner, et c'est sans doute cela qui la rendait si libre. Chaque mot frappé sur la Hermès portait une gravité, une sincérité que le numérique a aujourd'hui bien du mal à reproduire. Et puis, il y avait ce petit levier sur le côté, qu'il fallait tirer avec détermination pour revenir au début de la ligne, comme pour marquer la fin d'une pensée et le début d'une nouvelle. On n'écrivait pas à moitié avec une Hermès, on s'engageait. Et vous? Avez-vous connu ce moment magique où la première lettre apparaissait gravée, nette, irrévocable? Avez-vous ressenti cette petite satisfaction en entendant le ding à la fin de la ligne? Ce n'était pas seulement une machine, c'était un dialogue silencieux avec soi-même. Il y avait ce bruit, un sifflement ténu mais reconnaissable entre mille, qui s'échappait de la prise téléphonique comme un secret partagé entre les fils. C'était le Minitel qui se connectait ce petit terminal gris aux angles adoucis, au clavier rigide et à l'écran vert olive, qui annonçait l'arrivée timide mais déterminée de la France dans l'ère numérique, bien avant le reste du monde. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Chez un voisin, posé sur un coin de table comme un trésor qu'on ose encore toucher. Et puis, en quelques minutes, il s'est animé. Des mots sont apparus, des chiffres, des menus. On pouvait consulter l'annuaire, lire les horaires de train, commander des vêtements, même discuter, oui, discuter en tapant ligne après ligne avec un inconnu de l'autre côté de la France. C'était lent, c'était rudimentaire, mais c'était la promesse d'un monde nouveau, un monde où l'on pouvait chercher sans demander, où l'on pouvait lire sans acheter, où l'on pouvait répondre sans décrocher. Le Minitel ne parlait pas, il ne clignotait pas, il n'envahissait pas l'espace. Il était là, discret, fidèle, attendant qu'on ait besoin de lui. Qui se souvient du célèbre 3615? Des rencontres anonymes, des confidences partagées dans le silence d'une chambre éclairée par l'écran? Qui se rappelle avoir feuilleté virtuellement les pages de la Redoute ou avoir réservé un billet de train sans bouger de chez soi? Aujourd'hui, tout est instantané, fluide, omniprésent. Le Minitel, lui, nous obligeait à choisir, à lire, à réfléchir. Et c'est sans doute pour cela qu'il reste, pour beaucoup d'entre nous, l'un des plus beaux souvenirs d'un futur encore lent, encore humain. Si le style pouvait s'incarner dans un écran, alors le Téléavia Portavia en serait le visage le plus emblématique. Blanc, arrondi, presque aérien malgré son poids, il ne ressemblait à aucun autre téléviseur de son temps. Conçu comme un objet de décoration autant que comme une fenêtre sur le monde, il s'imposait dans les salons comme une œuvre moderne, presque sculpturale, que l'on regardait même éteinte. Il ne trônait pas dans un coin sombre de la pièce. Non, on le plaçait au centre, sur une table basse ou un buffet en bois clair, entouré de coussins, de rideaux à motifs et de rires d'enfants. Il ne disait pas « je suis pratique », il murmurait « je suis beau ».
Et quand on l'allumait, après quelques secondes de chauffe, il diffusait ces images en noir et blanc, puis en couleur, avec une douceur que seuls les écrans cathodiques pouvaient offrir. Je me souviens de ma grand-mère qui le recouvrait d'un naperon brodé après chaque usage, comme on couvrirait un enfant endormi, et de mon oncle qui s'agaçait quand l'image grésillait, allant sur le toit pour ajuster l'antenne, pendant que nous crions par la fenêtre « Là, stop, ne bouge plus ». Le porte-avions n'était pas seulement un appareil, il était le cœur de la pièce, celui autour duquel on se réunissait pour voir le journal de 20, le Tour de France ou le film du dimanche soir. Il faisait partie du mobilier, oui, mais surtout du rituel. Et même lorsque l'image se brouillait, même lorsqu'il faisait ce petit bruit de fond en continu, on lui pardonnait tout, parce qu'il nous avait tant donné. Papa la tenait à 2 mains, le dos droit, concentré comme s'il s'agissait d'un instrument fragile ou d'un œil précieux qu'il ne fallait pas troubler. Maman disait doucement « Souriez, c'est pour toujours ». La caméra super-OU ne faisait pas de bruit sec, pas de flash brutal. Elle bourdonnait doucement, un ronronnement feutré, presque affectueux, comme si elle comprenait qu'elle enregistrait des morceaux d'éternité. Elle n'était pas présente dans toutes les familles, mais celles qui la possédaient devenaient les chroniqueurs discrets de leur propre histoire. On filmait les anniversaires, les pique-niques au parc, le premier vélo ou le chat qui dormait sur le fauteuil, et chaque image, un peu tremblante, un peu surexposée parfois, portait une authenticité qu'aucune vidéo en 4K ne pourrait jamais recréer. Qui n'a pas vécu ces soirées d'hiver où l'on sortait le projecteur? On baissait les volets, on accrochait un drap blanc, et tout le monde s'asseyait, silencieux, pour revoir ces petits fragments de vie projetés dans le crépitement de la lampe. Il y avait des rires, des silences, parfois des soupirs, car les images touchaient un point que seul le souvenir peut atteindre. La super-UI demandait du soin. Il fallait insérer la pellicule correctement, la rembobiner, l'envoyer au développement, attendre. Et puis la magie opérait. Ce n'était pas de la consommation, c'était de la création. Une création domestique, tendre, fragile, mais inoubliable. Et quand l'image sautait ou que le film cassait, on pestait bien sûr, mais on réparait. Parce que ce n'était pas un appareil, c'était un trésor. Il suffit d'ouvrir une armoire, un peu oubliée dans une cuisine de campagne, ou de fouiller dans les cartons d'un grenier pour tomber sur lui. Le vieux robot Moulinex, avec ses accessoires multiples, son plastique légèrement jauni par le temps et son odeur d'antan mêlant métal et sucre vanillé. Ce n'était pas un robot culinaire, non. C'était un compagnon. Il ne parlait pas. Il ne bipait pas. Il ne faisait pas d'évaluation calorique. Il râpait, mixait, tranchait, battait, et tout cela avec une énergie farouche, un bruit de moteur rauque mais rassurant, comme un moteur de voiture qui refuse de vieillir. Il trônait sur le plan de travail, entouré de farine, de pommes à éplucher, de chocolat fondu. Il y avait des éclats de rire, des disputes sur les quantités, des morceaux de pâte sur les murs, et au milieu de ce chaos tendre, il continuait infatigable. Le dimanche, il devenait chef d'orchestre. On préparait des gâteaux, des soupes, des gratins. On sortait les crochets, les lames, les bols. On improvisait. Et s'il tombait en panne, on le réparait. Avec une pince, une cuillère, un peu d'imagination. Parce que le Moulinex ne mourait pas. Il dormait, au pire. Et puis, il y avait cette chose magnifique. Il faisait partie de la maison. On ne s'en séparait pas. Même quand il ne fonctionnait plus, on le gardait. Parce qu'il avait vu tant de fêtes, tant de plats ratés ou réussis, tant de parfums flottants dans l'air tiède de la cuisine. Aujourd'hui, les robots cuisent, planifient, analysent. Mais est-ce qu'ils sentent la cannelle? Est-ce qu'ils chantent un peu quand ils travaillent? Le Moulinex, lui, oui. Et c'est pour cela qu'on l'aime encore. Il y avait ce souffle léger,
ce frémissement à peine perceptible avant que la musique ne commence. Et puis, soudain, les premières notes, un peu voilées, un peu chaudes, qui emplissaient la pièce comme une couverture posée sur les épaules. Radiola ou Patei Marconi, ce n'était pas simplement une chaîne IJFI. C'était une présence, une voix, un souffle du quotidien. Elle se fondait dans le mobilier, parfois encastrée dans un meuble, parfois posée sur une étagère dédiée, avec ses boutons ronds, sa vitre un peu rayée, ses enceintes en tissu brun ou en bois verni. Elle était là, à portée de main, de cœur, de souvenirs. On écoutait les vinyles du dimanche matin, les slows des soirées d'hiver, les disques empruntés à la médiathèque, les cassettes d'amis, et toujours ce même rituel. Souffler sur le saphir, poser délicatement le bras sur le disque, attendre ce petit « tchac » suivi du silence le plus dense qui soit celui qui précède la musique. Radiola racontait des histoires, celles de Joe Dassin, de Barbara, de Michel Sardou. Elle vibrait sous les doigts de qui montait le volume avec lenteur, comme on ose à peine augmenter le ton d'une confidence. Elle avait des grésillements, des caprices, parfois un haut-parleur qui saturait. Mais c'était le charme, l'imperfection qui fait vrai. Et vous, avez-vous déjà entendu ce disque que votre père mettait toujours le soir de Noël? Ce morceau que votre mère chantait en cuisinant? Cette chanson qu'on dansait maladroitement au bal du village? Radiola, elle, s'en souvient. Et quand on la rallume, même des années plus tard, elle vous murmure « Je me souviens aussi ». Il ne sonnait pas. Il frappait, d'un bruit net, rond, implacable. Un appel, pas une suggestion. Socotel 63, c'était l'opposé du téléphone portable d'aujourd'hui. Il était lourd, ancré, enraciné dans un coin du couloir, sur un petit meuble dédié ou fixé au mur, parfois recouvert d'un apéron, parfois entouré de post-it griffonnés à la va-vite. Son cadran rotatif, avec ses trous ronds et profonds, exigeait une précision presque chorégraphique. Tourner, attendre le retour, recommencer. Un appel prenait du temps, de l'attention, de l'intention. On n'appelait pas pour rien. Chaque coup de fil avait un but, et parfois même une solennité. Et puis il y eut les premiers répondeurs, petites boîtes mystérieuses, aux bandes magnétiques minuscules, aux voix enregistrées tremblantes. « Bonjour, vous êtes bien chez... Laissez votre message après le bip. » Et ce bip, ce simple son, ouvrait la porte à l'absence. On n'était plus seulement là ou pas là. On existait aussi quand on n'était pas présent. Une révolution. Vous souvenez-vous de ces moments où l'on réenregistrait 10 fois le message d'accueil? Trop froid, trop joyeux, trop rapide. Et puis, les messages reçus, que l'on écoutait en retenant son souffle, que l'on réécoutait juste pour entendre une voix encore une fois. Socotel 63 n'était pas un gadget. C'était un monument de communication, un témoin du quotidien, un confident immobile, mais profondément humain. Et même aujourd'hui, quand un vieux combiné sonne dans un film, quelque chose en nous se lève, comme un réflexe ancien, une mémoire sonore. Ce n'était pas un simple appareil, c'était un réveil, un signal, une promesse. La cafetière Moulinex, posée sur le coin du plan de travail, avec son socle métallique, sa verseuse en verre épais et son couvercle un peu capricieux, faisait partie du décor matinal autant que le pain grillé ou le carrelage froid sous les pieds. Elle ne se contentait pas de préparer du café, elle l'annonçait, elle le construisait, goutte après goutte, dans une lente chorégraphie de vapeur, de bulles, de chuintements. Et ce bruit, ce sifflement léger, suivi du gargouillis final, c'était la musique de l'éveil, la vraie, celle qui dit « la journée commence ». On se levait parfois avant même qu'elle ait fini, on ouvrait la porte du réfrigérateur, on sortait le lait, on posait la grande tasse blanche sur la table, et pendant ce temps, elle continuait. Fière, stable, fidèle. Le café n'était pas encore prêt,
Mais tout était déjà là. L'odeur, la chaleur, l'attente. Elle n'avait pas de minuteur, pas de mode, pas de mousseur. Elle avait du cœur et c'était suffisant. Et quand le café coulait trop fort, quand le filtre se bloquait, quand une goutte tombait sur la plaque chaude et fumait légèrement, on n'appelait pas le SAV, on essuyait et on souriait parce que ce n'était pas seulement une boisson, c'était un rituel, un instant suspendu, un moment à soi. Et Moulinex, silencieuse et digne, en était la gardienne. Il trônait au cœur du salon, souvent posé sur une petite table en bois ciré, encadré par des meubles anciens et des photographies jaunies, comme un coffre au trésor auquel on osait toucher sans précaution. Le magnétophone Philips, avec ses boutons sobres, ses touches métalliques aux reflets ternes, capturait tout, rires, voix, chansons volées à la radio, petits secrets chuchotés dans la chambre, tout, jusqu'au silence lui-même. On pressait play, et un léger sifflement annonçait que la magie commençait, le son se déployait, parfois rayé, parfois clair, mais toujours vrai. Les cassettes passaient d'un côté, revenaient de l'autre, on les rembobinait à la main, approximativement, puis on vérifiait que rien ne s'était emmêlé. Et si la bande sautait ou se bloquait, on utilisait un crayon pour la réparer, on tenait son souffle, on attendait que tout s'arrête, puis on relançait. Il enregistrait les émissions que le poste ne passait pas, les messages, les bons anniversaires enregistrés dans l'urgence, les poèmes récités à voix haute, les premières compositions musicales d'adolescents, eux passionnés, et le soir, quand tout le monde était parti se coucher, on mettait les écouteurs et on replongeait, parrains, amis, nous-mêmes recréés dans la lumière d'un ruban magnétique. Aujourd'hui, tout est en ligne, instantané, effaçable d'un doigt. Mais ce magnétophone-là avait une mémoire physique, des traces palpables sur la bande. Il demandait un geste, une patience. Et c'est peu être pour cela qu'on l'aimait autant, parce qu'il nous obligeait à revenir, à écouter, vraiment écouter. Elle ne parlait jamais. Elle ne disait pas combien de minutes il restait. Elle ne se vanta pas de son efficacité. Elle tournait, patiemment, bruyamment, mécanique. La machine Brandt prenait de l'eau, tournait pendant des cycles longs, parfois saccadés, puis vidait avant de se mettre à essorer avec un grondement familier qui faisait trembler un faible pan de mur. Les familles l'installaient au bord d'un lavabo ou dans une petite buanderie, posée sur un petit tapis, avec des briques dessous pour la stabiliser, car elle tranchait dans le paysage sonore à chaque fin de cycle. On la chargeait à la main, on ajoutait lessive et adoucissant, on fermait son couvercle avec un clic qui faisait sonner le silence avant le départ du programme. Elle avait son rythme propre, prélavage, lavage, rinçage, essorage. On n'avait pas besoin de regarder un écran. Il suffisait d'écouter les changements de rythme, percevoir le moment où elle ralentissait, puis où la tambour s'emballait soudain. C'était l'instant où l'on disait « Attention, ça va tourner », et l'on s'éloignait. Bran n'était pas délicate. Elle pouvait ruer, bouger, vibrer, parfois même éclabousser si on l'oubliait. Mais elle ne tombait pas en panne, sauf très rarement. Elle n'était pas rapide, elle était tenace, et elle rendait service, libre, sans coup de théâtre, sans artifice, juste hydrodynamique, mécanique. Aujourd'hui, la plupart des machines sont silencieuses, programmables, digitaux. Mais la Brandt, elle, respirait, elle vivait. Et si on l'écoutait bien, on pouvait deviner la fin du cycle, on pouvait sentir l'eau encore là, on pouvait toucher la porte chaude, et cela nous rassurait. Lorsqu'il est apparu pour la première fois dans notre salle de classe, nous n'avons pas vraiment compris ce que nous avions devant nous. Un rectangle sombre, des touches en caoutchouc, branché à une simple télévision, il n'avait rien d'extraordinaire à première vue. Mais dès qu'on l'allumait, l'écran changeait de couleur,
scintillaient et des lettres apparaissaient, comme si elles savaient déjà quoi faire. Le Thomson Mosink ne proclamait pas l'avenir, il en était simplement le début. Il ne savait pas faire grand-chose. Des graphismes rudimentaires, un son digne d'un jeu vidéo coincé entre deux notes. Mais pour nous, c'était tout. C'était la première fois qu'une machine nous écoutait. On tapait une commande et quelque chose se produisait. Parfois ce qu'on voulait, parfois non. Et c'est justement ça qui nous fascinait. À l'école, on apprenait le basique. On écrivait des programmes qui faisaient apparaître notre nom à l'écran. On dessinait des carrés. On tentait de faire bouger une balle. On ne savait pas pourquoi, mais on sentait que c'était important, car le Mosink ne nous apprenait pas seulement à coder, il nous apprenait à penser, étape par étape, ligne par ligne, et si on se trompait, il ne nous corrigeait pas. Il disait juste « syntax error », brutal, mais honnête. Certains le ramenaient à la maison, ils le connectaient à la télévision, cherchaient des cassettes contenant des programmes, attendaient que ça charge. De longues minutes où le magnétophone grésillait, vrombissait, puis soudain le jeu démarrait. Simple, en pixels, mais à soi, parce qu'on l'avait trouvé, parce qu'on l'avait attendu. Aujourd'hui, les ordinateurs se taisent. Ils font tout à notre place. Mais à l'époque, nous étions partenaires, co-créateurs. On apprenait avec la machine. Et le Mosink, même simple, fut notre premier pas vers un monde devenu aujourd'hui notre quotidien. Quand la ville s'endormait, que les fenêtres s'éteignaient une à une et que le silence s'installait dans les rues, un seul son venait rappeler que le monde continuait. Le souffle des fréquences, la recherche fluide des ondes, et soudain une voix, forte, sûre, ou bien douce, presque chuchotée, mais toujours venue d'ailleurs. La radio Philips était une fenêtre ouverte sur le monde, sur l'Europe, sur une autre vie qu'on ne pouvait pas toujours voir, mais que l'on pouvait entendre. Elle trônait dans la cuisine, dans la chambre, parfois dans le garage. Elle n'envahissait pas, elle accompagnait, comme un ami fidèle. On l'allumait le matin pour la météo, à midi pour un peu de musique, le soir juste pour ne pas être seul. Pas d'écran, juste une aiguille, une échelle, un bouton. Et cela suffisait, car chercher une onde, c'était chercher un sens. Qui se souvient de ces moments où l'on captait Europe 1, Radio Luxembourg, où l'on se réjouissait d'entendre une chanson familière? Qui tournait lentement la molette, millimètre par millimètre, pour éliminer le souffle? C'était presque une méditation. C'était une présence. Pas un écran, pas un fil de discussion, une voix vraie, vivante. Et la nuit, la Philips devenait la compagne des insomniaques. Elle parlait de villes lointaines, d'acteurs, de la météo à Bruxelles. Il y avait dans cela quelque chose de magique, savoir que l'on n'était pas seul, que quelque part, quelqu'un d'autre écoutait, entendait, attendait aussi. La Philips ne réclamait rien. Elle était là, et c'était tout ce qui comptait. Certains objets n'ont pas besoin de boutons pour devenir indispensables. Ils ne clignotent pas, ne vrombissent pas, ne surchauffent jamais. Ils accomplissent simplement leur tâche, silencieusement, fidèlement, année après année, sans réclamer l'attention. Le presse-purée Moulinex était de ceux-là. Il ressemblait à un instrument de laboratoire, mais il était familier, reconnaissable, toujours à sa place. On le sortait quand les pommes de terre étaient prêtes, que la crème chauffait doucement. C'était un moment attendu. On croit souvent que la purée est un plat simple, mais pas avec lui, pas avec ce Moulinex. Il ne faisait pas que broyer, il transformait. Il changeait les pommes de terre en une masse soyeuse, sans grumeaux, sans effort, dans un mouvement qui ressemblait presque à une danse. La main gauche tenait le saladier, la droite tournait doucement, fermement, comme si l'on fouettait des souvenirs, pas seulement des légumes.
Il était lourd, sa poignée en métal. En dessous, une grille et des lames, ternies avec le temps, mais jamais fatiguées. Certains ajoutaient de l'ail, d'autres du lait, d'autres encore de la muscade. Et tout cela au rythme d'un seul geste, lent, rythmique, familial. Vous vous souvenez quand mamie disait « Ne va pas trop vite, ça fera de la colle » ou quand maman vérifiait la texture du bout du doigt, puis rectifiait, un peu de sel, encore un peu de beurre, et hop à table. Et tout le monde souriait, parce que ce goût n'était pas qu'un goût, c'était une tradition. Et Moulinex en était le gardien. Aujourd'hui, il y a les mixeurs, la purée en sachet, les plats qu'on ne prépare même plus. Mais où est l'âme? Le presse-purée Moulinex n'était pas élégant, mais il était vrai, et c'est pour cela qu'il reste éternel. Quand la cocotte minute entrait dans la maison, c'était comme si un vaisseau spatial avait atterri. Lourde, brillante, avec sa soupape sifflante capable de réveiller tout le quartier, la cèbe cocotte minute ne laissait personne indifférent. Certains en avaient peur, d'autres l'adoraient, mais personne ne l'ignorait. Elle trônait sur la gazinière comme un trône. À l'intérieur, soupe, ragoût, poulet, haricots, châtaignes, tout ce qui demandait du temps, mais qui, grâce à elle, en prenait 10 fois moins. Et tout cela avec la fiabilité fragile d'une mécanique qui ne pardonnait rien, trop cuit explosion, mal fermé débordement. Mais quand tout allait bien, c'était de la magie culinaire. Le rituel commençait. Maman vérifiait le joint, contrôlait la soupape, ajoutait l'eau, posait la cocotte, tournait le couvercle jusqu'au fameux clic, ensuite feu, ensuite attente. Et soudain, le sifflement, d'abord discret, puis plus fort, puis ce cri perçant, signal solennel « Écartez-vous, je travaille ». Et cela ne faisait pas peur, cela fascinait. Parce qu'à l'intérieur, quelque chose de magique se passait. Les saveurs se concentraient. Le bouillon devenait profond, la viande tendre, les légumes parfumés. Et le temps disparaissait. 5 heures devenaient 1. Mais le goût ne perdait rien. Au contraire, la cèbe cocotte minute était redoutable, mais elle était une alliée. Et si tu savais t'en servir, elle t'ouvrait les portes de toute la cuisine française. Aujourd'hui, on craint le bruit. À l'époque, on savait. Le bruit, c'était la vie. Et la vie avait bon goût. Elle dormait dans le coffre, se cachait sous un siège ou patientait dans un placard, toujours prête à partir. La radiocassette Philips n'était pas juste un lecteur, c'était une compagne, une voix de voyage. Une cassette insérée dans son ouverture grinçante et le bouton play pressé avec ce léger effort qui annonçait le départ. Qui ne l'a jamais allumé dans une voiture? Qui ne l'a posé sur la plage, à côté de la serviette, entre le parfum de crème solaire et le tintement des glaçons dans les gobelets en plastique? La Philips jouait fort, pas toujours clair, mais toujours vrai. Les piles, qui duraient un jour, pas une nuit, faisaient partie du plan. Et les chansons, soigneusement enregistrées sur des cassettes maison, faisaient partie de l'itinéraire. À l'intérieur se cachaient des émotions, des slows, des soupirs, des mots murmurés la nuit. Et parfois, en appuyant sur « Rewind », on avait l'impression de rembobiner plus qu'une bande des souvenirs, vers l'arrière, là où tout était encore devant. Elle était un peu lourde, un peu bruyante. Parfois, elle mâchouillait la bande, mais on ne lui en voulait pas, parce qu'on savait elle faisait de son mieux et c'était pour nous. Aujourd'hui, la musique est partout. Elle commence sans début, se termine sans fin. Mais à l'époque, elle naissait d'un bouton, d'un grésillement, d'un souffle, de Philips. Elle dormait dans le coffre, se cachait sous un siège ou patientait dans un placard, toujours prête à partir. La radiocassette Philips n'était pas juste un lecteur, c'était une compagne, une voix de voyage.
une cassette insérée dans son ouverture grinçante et le bouton play pressé avec ce léger effort qui annonçait le départ. Qui ne l'a jamais allumé dans une voiture? Qui ne l'a posé sur la plage, à côté de la serviette, entre le parfum de crème solaire et le tintement des glaçons dans les gobelets en plastique? La Philips jouait fort, pas toujours clair, mais toujours vrai. Les piles, qui duraient un jour, pas une nuit, faisaient partie du plan. Et les chansons, soigneusement enregistrées sur des cassettes maison, faisaient partie de l'itinéraire. À l'intérieur se cachaient des émotions, des slows, des soupirs, des mots murmurés la nuit. Et parfois, en appuyant sur Rewind, on avait l'impression de rembobiner plus qu'une bande des souvenirs. Vers l'arrière, là où tout était encore devant, elle était un peu lourde, un peu bruyante. Parfois, elle mâchouillait la bande. Mais on ne lui en voulait pas, parce qu'on savait, elle faisait de son mieux. Et c'était pour nous. Aujourd'hui, la musique est partout. Elle commence sans début, se termine sans fin, mais à l'époque, elle naissait d'un bouton, d'un grésillement, d'un souffle, de Philips. Il restait dans un coin, parfois sous une table, parfois sur un petit support. Il ne faisait pas de bruit, ne brillait pas en inox, ne demandait rien, mais il était là, toujours. Le mini-frigo Brandt, petit gardien du bonheur estival. On l'ouvrait d'un petit claquement, comme une fenêtre sur la fraîcheur. Et à l'intérieur des bouteilles de limonade, un thermos de café, un morceau de fromage oublié du déjeuner, et bien sûr, un dessert emballé dans du papier aluminium. Ce frigo n'était pas pour le confort. Il était pour la simplicité, pour éviter de traverser la maison, pour prendre là tout de suite, surtout en été, quand la chaleur faisait fondre le bitume, quand les fenêtres restaient grandes ouvertes, quand la terrasse devenait le centre du monde. À l'intérieur, une petite ampoule qui clignotait parfois. Parfois, la glace fondait. Parfois, la boisson n'était pas assez froide. Mais on ne râlait pas, parce qu'il était là, parce qu'il contenait l'essentiel, parce qu'il n'exigeait rien, il aidait. Le Brandt mini-frigo n'était pas puissant, mais il était à nous. Et c'était ça, sa force. Il y a des odeurs qui définissent une saison. Et si l'été avait une senteur, ce serait celle de la viande grillée, des épices et de l'huile d'olive qui crépite sur une plaque brûlante. La plancha Tefal ne demandait pas de charbon, ne fumait pas comme un barbecue, n'exigeait pas d'espace. Elle voulait juste une prise, une envie, une bande de copains. Elle arrivait soudainement. Posée sur un balcon, installée sur une petite table de jardin, et tout commençait. Quelqu'un coupait les poivrons, un autre tranchait le pain, un troisième versait le rosé. Et toute cette vie simple, heureuse, débutait par un clic. On allumait, ça grésillait. L'odeur montait, viande, poisson, aubergines, courgettes, champignons, tout grésillait, dorait, embaumait, tout prenait du goût. Parce que c'était préparé là, ensemble, dans les mots, les rires, les vers qui s'entrechoquent, le rire d'un enfant au loin. La Tefal Plancha n'est pas si vieille, mais elle est déjà mémoire, parce que tout ce qui rassemble, tout ce qui chauffe et nourrit ensemble, devient famille. Et quand on la revoit dans le placard, un peu tachée, encore grâce d'un dernier repas, on sait. L'été approche, le soir revient, et avec lui l'odeur, le rire et Tefal. Simple bruit suffit, un déclic, un bourdonnement, un grésillement pour réveiller des souvenirs que l'on croyait enfouis. Ces objets, modestes mais tenaces, peuplaient nos foyers, rythmaient nos journées, et aujourd'hui encore, ils vivent dans notre mémoire. C'était un plaisir de les évoquer avec vous. Et vous, quel objet vous a le plus marqué? Partagez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé cette plongée dans le passé, laissez-nous un petit.
C'est notre façon de savoir que la nostalgie a encore sa place ici.